Monsieur Pierre-Marie Tricot, donc, qui représente la Fédération française du paysage. Donc, même type de question. Qu'est-ce qu'on pense au stade de la conception sur ce qui va se passer plus tard, durabilité des espaces, leurs usages, voilà. Quel est votre point de vue de professionnel sur le sujet ? Robert Max Antony tout à l'heure a défini l'espace public en disant c'est celui où le public peut être là, avoir accès. Et bon, je partage entièrement cette définition. Si je peux me permettre non pas de la compléter, parce que c'est bien ça l'espace public, mais de dire qu'il y a peut-être plusieurs degrés d'espace public ou de caractère public de l'espace. Il y a celui où le public est admis, mais de façon très, très contrôlée, et celui où c'est vraiment lui qui définit son usage et qui le façonne. En d'autres termes, l'espace vraiment public, c'est celui où des activités non prévues peuvent avoir lieu. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur parce que les gestionnaires, souvent, n'aiment pas trop ça. Et la tendance est de plus en plus à avoir les gestionnaires aiment les espaces maîtrisés, au point même de faire je dirais, une privatisation croissante de l'espace public qu'on rencontre dans le monde, peut-être encore plus qu'en France, avec les formes les plus extrêmes, les plus brutales, comme les communautés d'habitat closes, les gated communities. Mais c'est aussi le cas de façon plus insidieuse dans les centres commerciaux, par exemple, qui sont des faux espaces publics. Je me souviens avoir dit il y a quelques temps, dans un dîner, je discutais avec voilà, ce genre de conversation qui n'engage peu. Je disais que j'aimais pas les centres commerciaux, pour la même raison d'ailleurs que je préférais les gares aux aéroports, parce que dans les centres commerciaux et dans les aéroports, il n'y a pas de clochard, il n'y a pas d'SDF. Alors on me disait, mais comment, écoute, c'est pas, enfin tu vas pas dire que c'est bien d'avoir des SDF dans la rue, et d'ailleurs même ces pauvres gens seraient mieux dans des centres d'hébergement, etc. Enfin bon, tout. Je dis oui, peut-être, mais quand ils n'y sont pas, c'est pas qu'ils sont mieux dans un centre d'hébergement, c'est qu'on leur interdit d'y être. Donc c'est que c'est un espace qui n'est quand même pas tout à fait, complètement public. Ça avait été évoqué tout à l'heure, la question justement des sans-abri avait été évoquée par le PUCA, je crois, c'est ça. C'est intéressant aussi de voir les réactions des maires par rapport ou des gestionnaires de différents espaces comme la RATP, etc. Mais c'est pour moi l'exemple justement qui montre ce qui n'est pas prévu. On a aussi même des exemples alors de gestion, enfin de conception et de gestion d'espaces qui ressemblent à de l'espace public, mais où en fait tout est maîtrisé. Alors un cas d'école pour moi dont j'aimerais parler parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler récemment, c'était Beyrouth. Alors, je préférerais peut-être parler d'exemples en France parce que ça nous concerne de façon plus opérationnelle, plus directe, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant. Puisque c'est une ville où la région Île-de-France, pour laquelle je travaille, avait souhaité faire une action de coopération pour l'aide à la reconstruction. Et donc en travaillant justement sur l'espace public, c'est quand même le thème qui nous intéresse, en se disant que c'est vraiment le lieu où toutes les communautés se rencontrent et ça peut participer fortement à la reconstruction de la ville. Donc avec un plan vert, un plan lumière, donc qui ont fait intervenir des architectes, des paysagistes, des concepteurs lumière locaux de grand talent. Et on était en fait dans une ville où l'espace public est réduit, ça a été dit aussi à un moment ce matin, dans un espace de circulation, où il y a très peu d'espace public, sauf dans le centre réaménagé, mais qui est un espace entièrement géré par une compagnie privée. Et du coup, ça se voit, c'est un espace qui est public, où il y a des places, etc., mais tout est aseptisé, on n'est pas du tout... On n'est pas en Orient, on n'est pas à Beyrouth. On ne voit pas justement tout ce côté spontané qu'il y a normalement dans un espace public. Alors, tous ces... Pardon, ça veut dire que l'accès en est limité ou Non, l'accès n'en est pas limité, mais les usages en sont limités. Alors, je pense qu'on ne voit pas, justement, ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup de villes du monde entier, plus peut-être que chez nous, c'est des tas d'usages spontanés de l'espace public, des petits commerces par exemple, je parlais des sans-abri, il y a les petits commerces, alors ça c'est aussi une chose qu'on voit
Ce qui me fait dire, par exemple, que les États-Unis, on dit toujours que c'est un pays qui est plus, qui a moins que nous, la notion de l'espace public. C'est pas forcément vrai. Dans l'espace public aux États-Unis, il se passe beaucoup de choses. Et là, vous voyez, je sais pas, au coin de la rue, le prophète qui vous annonce la fin du monde et qui vous dit repentez-vous et tout ça. Enfin, j'avais pensé aussi, on a les témoins de Jéhovah aussi chez nous. Donc voilà, ça fait partie des usages qui sont ceux de l'espace public. Alors tout ça, je vous ai pas parlé beaucoup de paysages, et notamment de plantes, mais je vais y venir. Je pense que il faut faire attention à, je dirais, toutes ces tentatives de faire un espace d'autant plus heureux qu'il est moins public. Donc c'est voilà, comment faire un espace public heureux. C'est un espace qui admet des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on avait prévu et ce qui n'est pas toujours forcément heureux. Et justement, le travail des paysagistes, par nature d'ailleurs, c'est bien de travailler avec la nature, c'est-à-dire avec ce qui est spontané. C'est tout le paradoxe de notre métier, c'est que on met en place des choses, des plans, des projets qui vont avoir une vie propre, dans laquelle la gestion par les gestionnaires aura son rôle, mais aussi la nature va se développer. Et ça, c'est évidemment une chose à laquelle on donne de plus en plus d'importance. On a longtemps fait des jardins où le jardinier devait contrôler beaucoup de choses. Maintenant, on admet que pour la végétation comme pour les usages, on contrôle moins de choses. On a évoqué évidemment la question de la nature en ville. C'est un sujet qui est tout à fait dans l'air du temps. Nous, on vient de sortir avec l'IAU un numéro d'une série qui s'appelle Les carnets pratiques sur ce sujet, la nature en ville. C'est un domaine sur lequel il y a en effet beaucoup de choses. Et alors aussi bien pour la nature que pour les usages, je sais bien, enfin, ça n'est pas facile. C'est vrai que c'est un peu facile de dire lors d'une table ronde, oui, il faudrait laisser plus de place à ce qui est spontané. On sait que les gestionnaires de l'espace public, ils sont confrontés à des tas de choses. Ils doivent savoir jusqu'où aller, par exemple, dans le street art, entre le graphe qui valorise les espaces et le tag qui les dégrade. Ils doivent savoir jusqu'où ils peuvent aller dans l'accès de telle et telle activité. Ils doivent aussi savoir dans la végétation spontanée ce qu'on va laisser et ce qu'on ne va pas laisser. Mais c'est tout un travail, d'ailleurs, qui, je pense, ne peut pas être écrit dans des lois et des règlements, qui est un travail au jour le jour sur l'espace et sur la société.